On commence avec le cinéma et avec vous, Anas Khalaf. C'est l'une des rares fictions, voire la seule, entend-on parfois, sur la révolution syrienne qui a éclaté en mars 2011. C'est l'histoire de Sami, un traducteur. On est aux Jeux Olympiques de Sydney, en Australie, en 2000. Et Sami, qui est traducteur, va commettre un lapsus. Un journaliste australien demande à un athlète que ressentez-vous à la disparition d'Hafez el-Assad ? Et lui, il traduit, au lieu de traduire tous les Syriens pleurent la mort d'Hafez el-Assad, il traduit par certains Syriens pleurent la mort d'Hafez el-Assad, et pour lui, tout va basculer. On regarde la bande-annonce. Mubarak's done. Ben Ali's gone. Gaddafi, maybe soon. I feel like there's real hope. Syria. I'm sure Zed was there. I should be with him. Can't go back. Don't forget why you had to stay in Australia. Couldn't go back to bury my mother. My father is still missing. I won't let that happen, Waseed. شو سامين؟ لوين ناوي تروح؟ عبيت أهلي. أنت جاد المصور؟ ليه؟ خطر عليك انك تكون هون. بعرف. قصدي انه خطر علينا نحن. سامي هذا وقتنا. هاي نحن عم نعمل هالشي سوا. تحب تكون مترجم انت ما هيك؟ انك ما تضطر تحكي عن نفسك. تقدر تتخبى وراء كلمات حدا تاني. ببلد مثل استراليا بيضلوا يحكوا لك قديش العرب عنيفين، العالم كله قاعد عم بيتفرج على حكومتنا عم تلعن نفسهم. ما تروحوا! ايه ما رح تزبط هيك. I think it's time for you to go now. Anas Khalaf, le traducteur, donc, alors provocation ou acte manqué, ça va faire basculer sa vie une première fois, puis une deuxième fois d'ailleurs, hein, Sami. Ah bah ça fait basculer sa vie et la vie de toute sa famille et tous les gens autour de lui. Donc c'est un mot en trop, un mot en moins dans une traduction, ça peut faire beaucoup de dégâts dans cette région du monde. Donc c'est ce qui lui arrive, évidemment. Il reste en Australie, il obtient le statut de réfugié, demandeur d'asile. Et puis un jour, il va décider de rentrer en Syrie. Pourquoi ? Parce que le début du printemps arabe arrive en 2011, fin 2010, début 2011, commence en Tunisie, arrive en Syrie. Et son frère se fait arrêter et il traduit une vidéo pour la télévision australienne où il voit son frère se faire arrêter. Donc il décide quand même de rentrer en Syrie alors qu'il est toujours recherché et d'essayer de retrouver son frère disparu. Donc il veut pas faire la même erreur qu'au début du film où son père se fait enlever et disparaît devant ses yeux. Ouais. Deux mots qui reviennent comme un leitmotiv, liberté et dignité. Et d'ailleurs, votre film nous rappelle que ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau, oui. On présente en scène d'ouverture du film qu'en 1980, il y avait eu 2 jours de manifestations pacifiques en Syrie, déjà réprimées dans le sang à l'époque de Hafez el-Assad. Donc voilà, ça revient 30 ans plus tard. C'est un nouveau cycle qui commence avec le printemps arabe. Et c'était déjà il y a 10 ans, parce que maintenant, là, c'est l'anniversaire des 10 ans. Donc dans 10 ans, dans 20 ans, 30 ans plus tard, qu'est-ce qui va se passer ? On peut se le demander. Justement, pourquoi vous et Rana Kaskas, 10 ans après, vous avez tenu à nous replonger dans cette période sombre de l'histoire de la Syrie, à la fois sombre d'ailleurs, mais aussi au départ qui est un souffle de liberté quand même qui souffle sur ce pays. Bah, bien, absolument. Nous, on habitait en Syrie à l'époque, à Damas, à l'époque du début de la révolution, du soulèvement. Avec vos 2 enfants. Avec nos 2 enfants. On savait qu'on voulait raconter cette histoire. On a voulu faire une fiction plutôt qu'un documentaire. Et 10 ans plus tard, il y a eu plus de 25 documentaires sur la révolution en Syrie et la guerre en Syrie. Et on a présenté le premier film de fiction sur la révolution. On voulait que les gens se souviennent, que les gens n'oublient pas ce qui s'est passé au tout début du soulèvement, parce que les gens se rappellent de Daesh très bien, très clairement, une vraie menace, on est d'accord. Mais avant Daesh, il y avait autre chose, il y avait des manifestations pacifiques, sans armes, où les gens on demandait juste plus de liberté, plus de dignité et plus de droits. Donc on voulait rappeler ça, cet épisode-là, que les gens avaient oublié. Donc c'est vrai qu'avec Daesh, avec le Front al-Nosra, avec tous ces groupes djihadistes ou groupes terroristes, on a le sentiment qu'on a totalement éclipsé cette partie-là, pacifique d'ailleurs, le mot silmiya revient aussi beaucoup dans le film. Bien sûr, c'est tout à fait ça. L'Occident, l'Europe a éclipsé ça et a même oublié, ça a été effacé des mémoires. Parce qu'en finançant le film, un pays européen, on ne va pas le citer, nous a refusé une subvention
pour le film, parce que le film ne parlait pas assez de Daesh. Ouais. Vous voyez, alors que votre angle n'était pas du tout celui-là. Et l'anachronisme était total. Ouais. Daesh, c'est 2 ans plus tard, à la fin 2013. Oui, en Donc plus, ni de Daesh, ni d'autres groupes djihadistes qui, à l'époque, n'avaient pas encore émergé. Exactement. Alors, vous montrez aussi la situation difficile des femmes à travers des personnages différents et très forts. Il y a Loulou, notamment, incarné par Saousan Archid, et Karma, par Yumna Marwan. Quel est votre regard, justement, sur le rôle qu'ont joué les femmes dans cette révolution? Vous et moi, on parlait de la regrettée Fadwa Souleymane, grande actrice qui nous a quittés trop tôt et qui avait joué un rôle. Comment vous avez voulu montrer cette part, si je veux dire? Fadwa Souleymane était, en l'occurrence, était une muse pour nous, parce qu'elle nous a inspiré pour le rôle de Karma, qui avait été écrit pour elle. Oui. Et bien sûr, elle est partie trop tôt. Donc, le film est aussi un hommage pour elle. Non, les femmes ont eu un rôle très important dans cette révolution, parce qu'au tout début, elles ne sont pas descendues dans la rue. On voit que c'était massivement des manifestations d'hommes et d'adolescents, même de jeunes garçons. Mais en fait, les femmes étaient là. Elles ont été très actives dans cette révolution, comme on le montre dans le film. Karma, ophtalmo, qui soigne des patients, des patientes suite aux manifs. Elle les soigne gratuitement. Oui. Donc voilà, il y a eu une action des femmes. Ophtalmologue, alors que Bachar al-Assad est ophtalmologue. On imagine qu'il y a ce trait-là d'union que vous avez voulu faire. Vous avez tourné en Jordanie, à Amman et près d'Amman. 2 questions. Est-ce que vous avez eu des pressions de la part des autorités syriennes pour ne pas faire ce film? Et comment ça s'est passé avec le gouvernement jordanien? Alors, pas de pression de la Syrie concernant ce film. Il n'y avait eu aucun problème à ce niveau-là. On a tourné en Jordanie, puisque la Jordanie accueille de nombreux tournages de cinéma, quel que soit le type de cinéma. Si on ne parle pas du régime jordanien, il n'y a pas de problème. Donc, ils nous ont accueillis. On a pu tourner le film là-bas. Depuis, évidemment, c'était il y a 2 ans déjà. Le tournage était en 2019. Depuis, on a vu là récemment, les dernières semaines, rapprochement entre la Syrie et la Jordanie. Donc, bon, la Jordanie ne montrera pas le film dans le pays. Ouais, justement, vous me tendez la perche, la transition est toute faite. Rapprochement éclair entre la Syrie de Bachar al-Assad et la Jordanie du roi Abdallah de Jordanie. Et puis la Syrie qui revient chez Interpol, l'organisation policière mondiale de coopération. Pas à pas, on voit que la Syrie revient sur la scène internationale, ou en tout cas brise son isolement 10 ans après, plus de 10 ans après la révolution de 2011. Comment vous voyez cela ? C'est tout à fait surprenant, mais c'est la réelle politique qui reprend le pas et les pays vont renouer des contacts, des relations diplomatiques avec la Syrie. On peut rien y faire, c'est la réelle politique, malheureusement.